Bonjour tout le monde. Dans cette séance à distance numéro 9, nous allons continuer ce que nous avons commencé dans la séance numéro 8 précédente. Et ça concerne le pourquoi de l'ajustement de la PSB dans le compte de production des institutions de crédit. Si vous voyez sur l'écran que la PSB elle était dans un premier temps inscrite comme une ressource et puis elle a été retranchée. J'ai expliqué dans la séance précédente que on l'a considérée comme une ressource dans un premier temps pour éviter d'avoir une valeur ajoutée négative. Et dans la deuxième partie, dans un deuxième temps, nous avons retranché la PSB, nous l'avons considérée comme emploi. Pourquoi? Parce que sa place n'est pas dans la production, sa place dans le compte de revenus et dépenses, dans le compte qui va venir par la suite. Dans le revenu et dépenses. Parce que la PSB, c'est la différence entre les dividendes et les intérêts reçus et les intérêts versés. Ces éléments, ce sont des éléments de revenus. On l'a mis ici dans la production uniquement pour éviter d'avoir une valeur ajoutée négative. Une fois dépassé la valeur ajoutée, pour l'excédent brut d'exploitation, je peux l'avoir négative. Ce n'est pas un problème. Ça sera dans ce cas une insuffisance brute d'exploitation. Donc, je vais passer maintenant directement au compte suivant, c'est le compte de revenus et dépenses des institutions de crédit. Compte de revenus et dépenses des institutions de crédit. Vous voyez, c'est la même chose là. C'est le même compte, c'est la même structure que le compte précédent des revenus et dépenses des sociétés quasi sociétés non financières. C'est les mêmes formes de ressources, c'est les mêmes formes d'emploi, c'est les mêmes soldes. Donc il n'y a pas de différence entre le compte de revenus et dépenses des institutions de crédit et le compte de revenus et dépenses des sociétés quasi sociétés. C'est littéralement le même compte, les mêmes éléments, les mêmes formes de ressources, les mêmes formes de revenus. Donc, je vais passer directement au compte du capital des institutions de crédit. C'est également la même chose. Donc, le compte du capital des institutions de crédit, c'est tout à fait identique au compte du capital des sociétés quasi sociétés non financières. Les mêmes formes de ressources, les mêmes formes de revenus, sauf au niveau du solde. Vous voyez que dans les sociétés quasi sociétés non financières, j'ai mis la capacité de financement entre parenthèses. Et ici, c'est le contraire. J'ai mis le besoin de financement entre parenthèses. Pourquoi? Parce que les banques, les institutions de crédit en général, dans leur compte capital, ils dégagent une capacité de financement. Ils ne dégagent pas c'est pas comme les entreprises. Les systèmes bancaires et les institutions de crédit, au niveau du capital, ils ont toujours un solde de capacité de financement parce que ce sont ces institutions qui financent les entreprises. Les sociétés dégagent un besoin de financement qui est satisfait par la capacité de financement dégagée au niveau de ce secteur, des institutions de crédit. Donc, vous voyez, ils ont toujours une capacité de financement et ce n'est pas un besoin de financement. Donc, le besoin de financement, il est mis entre parenthèses. C'est la seule différence entre le secteur des institutions de crédit et le secteur précédent, des sociétés quasi sociétés non financières. Je vais passer maintenant au compte financier. Le compte financier, c'est différent. Et les différences, elles sont inscrites, elles sont enregistrées, elles sont écrites dans une autre couleur. Je vais voir les formes de créances. Je vais voir les formes de créances. Ce qui est différent ici, chez les institutions de crédit, c'est au niveau des moyens de règlement internationaux. Si vous vous rappelez, dans le compte financier des sociétés quasi sociétés, leur principale forme de créance, ça commence par les devises.
uniquement par les devises, il n'y avait pas d'ordre financier, il n'y avait pas de DTS. Mais par contre, dans les institutions de crédit, on a ajouté l'ordre financier et les DTS. Ça veut dire que les institutions de crédit, notamment la Banque centrale, Banque al-Maghrib, il peut avoir les DTS et l'ordre financier comme une forme de créance, parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir de les détenir. Et la Banque centrale fait partie des institutions de crédit. Donc vous voyez que l'ordre financier et les DTS apparaissent comme une forme de créance de la Banque centrale sur le reste du monde. L'ordre financier et les DTS. Mais par contre, pour les autres institutions de crédit, le système bancaire et les institutions de crédit, bien évidemment, ils ne peuvent pas avoir ces instruments de règlement international comme forme de créance. Donc ils sont exclusifs. Ils sont exclusivement valables pour la Banque centrale, pour la Banque du Maroc. Et toutes les autres formes de créance, c'est comme les sociétés quasi-sociétés, monnaie nationale, dépôts monétaires et tout le reste. Donc, c'est-à-dire que les institutions de crédit et les sociétés quasi-sociétés non financières, ils peuvent avoir les mêmes formes de créance, sauf au niveau de leurs financiers et des DTS. Ça, c'est réservé, c'est exclusif à la Banque centrale. Je vais passer maintenant du côté des engagements, des dettes. Quels sont les instruments financiers que les institutions de crédit peuvent avoir comme forme de dette? Vous voyez? Donc, ils peuvent avoir tous les instruments financiers peuvent constituer une dette pour les institutions de crédit, sauf les devises et les DTS. Sauf les moyens de règlement internationaux, les devises, l'ordre financier et les DTS. Pourquoi? Les institutions de crédit nationales ne peuvent pas avoir les moyens de règlement internationaux comme forme de créance. Pourquoi? Comme forme de dette. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de les émettre. Ce n'est pas elles qui émettent des devises, ce n'est pas elles qui émettent de l'ordre financier, ce n'est pas elles qui émettent des DTS. Donc, leur forme de crédit commence par les moyens financiers qu'ils peuvent émettre. C'est à partir de la monnaie nationale. Donc, la monnaie nationale, ils peuvent l'émettre, oui, et tout le reste. Donc, je répète, pour synthétiser, tous les instruments financiers peuvent constituer des dettes pour les institutions de crédit, sauf les moyens de règlement internationaux, devises, l'ordre financier, les DTS. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de les émettre sur le marché. Elles sont émises par des institutions internationales, par d'autres pays. Mais pour les autres, ils ont la capacité et le pouvoir de les créer, de les mettre sur le marché, donc ils peuvent constituer une dette pour elles, pour ces institutions. Je vais passer maintenant au troisième secteur. C'est les compagnies d'assurance, pour voir quels sont les éléments de sa production, quelles sont ses ressources et quels sont ses emplois dans chaque compte. Et je vais commencer par le compte de production. Vous voyez, petit 1, compte de production des compagnies d'assurance. C'est exactement la même chose. Le compte de production des compagnies d'assurance, c'est exactement identique au compte de production des sociétés quasi-sociétés non financières. Vous avez la production des services, bien sûr, la spécificité de la production, il apparaît. Les sociétés quasi-sociétés produisent des biens et services, et les compagnies d'assurance produisent des services d'assurance. Donc leur production, c'est des services d'assurance. Ils ont une consommation intermédiaire. La différence, c'est la valeur ajoutée, qui constitue de l'autre côté une ressource ajoutée aux subventions. À partir de ces formes de ressources, on paye le salaire, on paye les impôts, on paye le capital sous forme de BE, et c'est ce que vous voyez au niveau du tableau de production. Donc, je n'ai rien à ajouter parce que c'est le même tableau que le tableau précédent des sociétés quasi-sociétés non financières. Je vais passer au compte revenu dépenses. Le compte de revenu dépenses, sommairement, c'est la même chose avec de petites différences. Les différences, elles sont écrites dans une autre couleur pour mettre l'accent sur la différence. Je vais commencer par les éléments de ressources. Quelles sont les principales formes de ressources des compagnies d'assurance? Vous les voyez. D'abord, vous avez, c'est comme les entreprises
Et les banques, vous avez le BE, l'excédent brut d'exploitation. Vous avez les RPE reçus. C'est la même chose pour les autres secteurs. Mais la première différence, c'est au niveau des primes. Pour tous les autres secteurs, les primes nettes d'assurance dommage constituent une dépense. Mais pour les compagnies d'assurance, exclusivement, ils constituent une ressource. Parce que ce sont les compagnies d'assurance qui reçoivent des primes. Tous les autres secteurs payent des primes pour s'assurer contre des risques et des dommages. Et ce sont les compagnies d'assurance qui récupèrent, qui perçoivent ces primes. Donc, les primes nettes d'assurance dommage constituent pour les compagnies d'assurance une ressource. Et de l'autre côté, les indemnités d'assurance dommage constituent un emploi. Donc, ces deux éléments de la redistribution, ils ont changé de place chez les compagnies d'assurance. Chez tous les autres secteurs, les indemnités sont des ressources, les primes, ce sont des emplois, sauf pour les compagnies d'assurance, c'est l'inverse. Donc, ils ont changé de place. Pardon ? Pour les cotisations sociales fictives, c'est la même chose. Deuxième différence, c'est au niveau des cotisations sociales effectives. Donc, au niveau des cotisations sociales effectives, pour tous les secteurs, ces cotisations constituent un emploi. Pour le secteur des compagnies d'assurance, elles constituent une ressource. Inversement, les prestations de la sécurité sociale constituent pour elles un emploi. Donc, il y a un changement de place entre ces cotisations sociales effectives et ces prestations sociales de la sécurité sociale. Donc, les seules différences à noter au niveau des compagnies d'assurance, c'est cette permutation de place entre les primes nettes et les indemnités d'une part, et les cotisations sociales effectives et les prestations de la sécurité sociale de l'autre part. C'est la seule différence qu'il faut noter. Mais le reste le même. La différence entre les ressources et les emplois, entre les revenus et les dépenses, donne un revenu qui s'appelle le revenu disponible brut. Et puisque les compagnies d'assurance, comme les institutions de crédit, comme les sociétés quasi sociétés non financières, n'ont pas de consommation finale, ils sont censés épargner intégralement le revenu. C'est ce que vous voyez. Donc, le revenu disponible brut est égal toujours à leur épargne brute. Voilà. Je passe maintenant au compte capital des compagnies d'assurance. Ici, au niveau du compte capital, il n'y a pas de différence entre les compagnies d'assurance et les autres secteurs, notamment les institutions de crédit et les sociétés quasi sociétés non financières. C'est les mêmes formes de ressources en termes de capital et les mêmes formes d'emploi en termes du capital. Vous avez l'épargne brute, subvention d'investissement, les transferts en capital. De l'autre côté, vous avez la FBC, variation des stocks. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de changement. Sauf au niveau du solde, bien sûr, par rapport aux sociétés quasi-sociétés. Les compagnies d'assurance, c'est comme les institutions de crédit, ils ont toujours une capacité, parce que c'est un secteur financier. Et c'est le secteur financier qui finance le secteur non financier. Ce sont les compagnies d'assurance et les institutions de crédit qui financent les entreprises, les sociétés quasi-sociétés non financières. C'est pour cette raison qu'ils ont toujours une capacité de financement. Et vous voyez que le besoin de financement, il est mis entre parenthèses. Ça veut dire que le solde principal des compagnies d'assurance au niveau du compte capital, c'est la capacité de financement. C'est-à-dire leurs ressources en capital excèdent leur emploi en capital. Voilà, je passe maintenant au dernier compte de la séquence, c'est le compte financier. Le compte financier des compagnies d'assurance. C'est la même chose dans l'ensemble, sauf il y a une petite différence. C'est la différence au niveau des engagements, vous la voyez écrite dans une autre couleur, en mauve. C'est au niveau des réserves techniques d'assurance. Pour tous les secteurs, les réserves techniques d'assurance constituent un emploi. Uniquement pour les compagnies d'assurance, les réserves techniques d'assurance constituent une... Pardon. Je raisonne en termes de créances et de dettes, et non pas en termes d'emploi et de ressources. Donc, je répète, pour tous les secteurs institutionnels, les réserves techniques d'assurance constituent une créance
Et uniquement pour les compagnies d'assurance, il constitue une dette. Parce que ce sont les compagnies d'assurance qui émettent, qui créent, qui produisent ces réserves techniques d'assurance. Donc ce sont des compagnies émettrices. Et les autres secteurs, ils souscrivent. Donc ce sont des créancières. Et là, ce sont des débiteurs. Donc c'est la seule différence qu'il faut noter. Et bien sûr, puisqu'ils avaient dans le compte financier une capacité, cette capacité de financement va se traduire par un solde de créance au niveau du compte financier. Vous voyez, ils ont un solde de créance. Par contre, le solde d'engagement, il est mis entre guillemets, entre parenthèses, pardon. Je passe maintenant à un autre secteur institutionnel, c'est le secteur de ménage, c'est le secteur, des administrations publiques. C'est un secteur non marchand, parce qu'il produit des services non marchands. Et je vais commencer par leur compte de production. Donc, vous voyez, production des services non marchands. Donc, toutes les administrations publiques sont censées produire des services non marchands destinés gratuitement à la collectivité des résidents. Consommation intermédiaire, valeur ajoutée, donc c'est les mêmes éléments. C'est les mêmes composantes, donc je vais passer. Pour le compte de revenus et dépenses, il y a des différences. C'est les différences par rapport aux autres secteurs. Ce sont des différences écrites en couleur. Si je commence par les ressources, ils ont la première forme de ressources, c'est le BE. La seconde ressource des revenus pour les administrations publiques, c'est les impôts liés à la production et à l'importation reçue. Et les impôts sur le revenu et le patrimoine reçus. Donc, ce sont deux spécificités des administrations publiques. Pour tous les autres secteurs, les impôts constituent un emploi. Uniquement pour les administrations publiques, ils constituent une ressource. Vous voyez, donc, ils ont changé de place. C'est pour cette raison que je les ai écrits en mauve, dans une autre couleur, pour les faire apparaître et pour attirer votre attention là-dessus. Et pour tout le reste de ressources, c'est la même chose. Je vais voir maintenant les formes d'emploi. Les subventions d'exploitation versées. Pour tous les secteurs, les subventions d'exploitation versées constituent une ressource, mais uniquement ici, ils constituent un emploi. Ils ont changé de place. Il y a une autre remarque qu'il faut noter, c'est que dans la RPE versée, c'est-à-dire que les administrations publiques peuvent verser tous les éléments de la RPE, des RPE, sauf les dividendes et assimilés. Sauf les dividendes et assimilés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les administrations publiques ne peuvent pas émettre des actions. Ils peuvent émettre tous les moyens de financement, tous les titres financiers, sauf les actions. Ils n'ont pas la possibilité, ils ne sont pas aptes, de par leur activité, d'émettre des actions, parce que c'est une activité non marchande. Et les actions, elles sont émises dans les activités marchandes, par les entreprises, les banques, les compagnies d'assurance. Mais par contre, les administrations publiques ne peuvent pas émettre des actions. Et puisqu'ils ne peuvent pas émettre des actions, ils n'ont pas de dividendes à verser. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis ici RPE versé, sauf dividendes assimilés. Assimilés, ça veut dire, par exemple, les parts de bénéfices. Parce qu'il n'y a pas de bénéfices dans les administrations publiques, tout simplement, ce sont des activités non marchandes. Et dans les activités non marchandes, il n'y a pas de bénéfices. Mais pour tous les autres éléments, c'est la même chose, c'est-à-dire ils s'apparentent aux autres secteurs. C'est la même chose que les autres secteurs. Donc, vous voyez la différence, c'est noté en mauve. Là, il y a une autre différence, s'il vous plaît, c'est en bas. Dans le compte, parmi les emplois, c'est en bas. Bon, c'est entre les deux soldes, c'est la consommation finale. Vous allez me dire, est-ce que les administrations publiques consomment à titre final? Dans la réalité, non, pas de consommation finale, les administrations publiques. Seuls les ménages consomment à titre final. Vous allez me dire, mais pourquoi on a enregistré la consommation finale comme un emploi? On a enregistré la consommation finale comme emploi pour contourner un problème comptable. Quel est le problème comptable qu'on souhaite contourner ici? Voilà le problème.
les services non marchands des administrations publiques. Ils sont produits par les administrations publiques pour qui? Pour l'ensemble des résidents, pour la collectivité nationale. Ils sont distribués gratuitement. Très bien. Mais est-ce qu'on peut évaluer avec précision qui a consommé quoi de cette production des administrations publiques? Je vous donne un exemple. Dans un amphithéâtre comme celui-là, vous êtes des étudiants, vous êtes en train de consommer un service public produit par l'administration publique, produit par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc le producteur, c'est l'administration publique, le consommateur, c'est l'ensemble des étudiants. L'enseignant, lui, ce n'est pas un producteur, lui, c'est un facteur de production, c'est une machine, entre guillemets, qui produit son service et qui est payé par le producteur qui est l'État, qui est le ministère de l'enseignement supérieur. Très bien, donc il y a une production de services de formation qui a un coût, parce que l'État, pour pouvoir produire ce service de formation, il a des dépenses. Le salaire des enseignants, les investissements, l'électricité, l'Internet, le matériel, tout ça, il a un coût. Donc, il est évalué au coût de production, c'est l'évaluation des administrations publiques. Très bien. Donc, nous avons une production qui a une valeur, mais on ne peut pas ventiler cette production en termes de clients. Personne ne peut dire, parmi ces étudiants qui sont présents, qui a consommé quoi de cette production. Si j'évalue cette production à 100 dirhams, je ne peux pas le répartir en termes de clients. Je ne peux pas dire combien chaque étudiant a-t-il consommé de ces 100 dirhams. C'est impossible. Donc, pour contourner ce problème comptable, la comptabilité nationale considère que la totalité des services non marchands des administrations publiques sont consommés à titre final par les administrations publiques elles-mêmes. Il est enregistré ici. On appelle ça PPCP, ça veut dire la production pour le compte propre. On considère comme si les administrations publiques produisent ces services pour elles-mêmes. Mais dans la réalité, ce n'est pas correct. Ils sont produits pour la collectivité. Mais pour contourner ce problème de l'impossibilité de ventiler en termes de clients, on considère que le client, c'est l'administration elle-même. C'est pour cette raison qu'on enregistre ça, cette production des services bancaires des services non marchands des administrations publiques comme une consommation finale des administrations publiques elles-mêmes. La différence, c'est l'épargne brute. Voilà, s'il vous plaît, les principales différences qu'il faut noter chez le secteur des administrations publiques. On va passer maintenant au compte capital des administrations publiques. Vous voyez le compte capital, globalement c'est identique aux autres comptes, sauf avec ces deux petites différences. Vous voyez que les impôts en capital reçus, ils ont changé de place, et les subventions d'investissement versées, ils ont changé de place. Pour tous les secteurs, les impôts c'est un emploi, et uniquement pour les administrations publiques, les impôts c'est une ressource. Pourquoi? Parce que ce sont les administrations qui perçoivent. Tous les autres secteurs paient, et c'est l'administration publique qui perçoit ces impôts. Donc, il constitue pour elle une ressource. Inversement, pour les subventions d'investissement versées, qui subventionne, c'est l'administration publique. Donc, pour l'administration publique, les subventions d'investissement, ça constitue un emploi, mais pour tous les autres secteurs, les subventions d'investissement constituent une ressource. Deux principales différences sur lesquelles il faut insister dans le compte de production, dans le compte capital des administrations publiques. Au niveau du solde également, les administrations publiques, c'est comme les sociétés quasi-sociétés, elles ont toujours un besoin de financement. Elles ont souvent un besoin de financement. Ça veut dire que l'épargne publique ne permet pas de financer tous les investissements publics. Parce que les administrations publiques, ils investissent beaucoup, notamment ils investissent dans ce qu'on appelle l'infrastructure économique. Donc l'autofinancement ne suffit pas. C'est pour cette raison qu'ils ont souvent besoin d'emprunts et de dettes.
Donc, vous avez un besoin de financement. Et ce besoin de financement, ils vont chercher le satisfaire dans le compte financier qu'on va voir tout de suite. Le compte financier des administrations publiques, on va laisser ça à la séance prochaine. On va laisser ça à la séance prochaine. Je vous remercie.